Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous et merci à toutes. Comme vous l'avez constaté et comme l'a dit Jean-Pierre ce matin, l'attente de sudation est installée. Donc, nous allons pouvoir poursuivre nos travaux après avoir envisagé ce matin les choses de façon extérieure, en observant les peuples autochtones. Cette fois-ci, cet après-midi, on va essayer de les envisager selon une autre perspective, la perspective qui, depuis les peuples autochtones eux-mêmes, alors ce matin, on a évoqué la déstabilisation. On va commencer en parlant de justice. Est-ce qu'il faut revoir l'organisation de la justice? Quelles sont les relations qui se nouent entre la justice et les droits des peuples autochtones? Faut-il adapter ces relations, finalement s'ouvrir à d'autres formes d'organisation, revoir certaines de nos règles, s'ouvrir à d'autres et laisser finalement les peuples autochtones aussi redéfinir les pratiques de justice. Alors, il semble que l'IE2IA pratique une forme de mise à distance depuis pratiquement toujours par le recours au droit comparé. Et, la mise à distance, c'est aussi l'ouverture et une ouverture qui passe parfois par une mise en cause. On va le vérifier peut-être cet après-midi, une ouverture vers plus de pluralisme, une ouverture, je le disais donc à l'instant, vers peut-être une remise en cause. Alors, on a 20 minutes par intervention. Je vais être obligé d'être assez vigilant puisque certains ont encore une longue route ce soir pour rentrer à leur domicile. Et nous allons débuté par Victoria Chui, qui est maître de conférence en droit public à l'IF3 et qui donc va nous faire le plaisir d'envisager la question du droit d'accès à la justice environnementale des peuples autochtones en prenant l'exemple de la France. Merci beaucoup, vous avez la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs du colloque d'avoir accepté ma proposition de communication pour cette 15e journée de l'UMR. J'ai une affection particulière pour cette UMR étant donné que j'ai préparé ma thèse de doctorat dans le cadre de cette UMR, notamment dans le centre CDPC à Toulon. Ensuite, je tiens également à préciser que je ne suis pas une spécialiste des droits des peuples autochtones. J'étudie en fait cette question sous le prisme du droit de l'environnement, qui est ma spécialité. Et cette étude de l'accès, du droit d'accès à la justice environnementale des peuples autochtones, et je le réalise depuis un projet qui a été financé par l'IE18, justement, et qui est porté par l'Institut de droit de l'environnement, étude qui est réalisée dans une approche de droit comparé, sachant que le rapport final il va être rendu public au cours du mois de février 2024. On craint de finaliser ce rapport. Alors, ce thème n'a pas été choisi au hasard et étant donné la recherche qui a été bien entamée sur ce sujet, on a également, depuis quelques années, de nombreux rapports officiels, qu'ils soient internationaux, nationaux, qui montrent un constat, mettent en lumière un constat qui est le suivant. Les peuples autochtones préservent 80% de la biodiversité de la planète. Ce sont les principaux gardiens des écosystèmes, des ressources naturelles, souvent des écosystèmes très complexes. Mais les rapports montrent bien qu'ils subissent tout à la fois l'exploitation minière illégale, l'abattage des arbres, la dégradation de l'environnement, qui peut être irréversible, et bien évidemment les effets délétères des changements climatiques. Pourtant, leurs connaissances traditionnelles
justement des écosystèmes complexes, écosystèmes naturels complexes, peuvent offrir des solutions pour protéger l'environnement. Et ce faisant, lutter contre les changements climatiques, contre les effets des changements climatiques. Donc, il faut tenir compte au sein des droits nationaux dans la planification de la gestion des terres, dans les politiques publiques de développement. On a également un rapport assez récent de l'Union européenne qui a sonné l'alarme quand on sort des défenseurs autochtones des droits humains, affirmant que les attaques contre les défenseurs des droits fonciers, des droits environnementaux et des peuples autochtones avaient atteint un record l'année dernière, représentant 48% du nombre total d'assassinats de défenseurs des droits humains dans le monde. C'est problématique, c'est dramatique. Et pour les peuples autochtones, on le sait tous, là-dessus, on l'a déjà évoqué ce matin, il y a ce lien, cette vision holistique de l'environnement et la protection de leurs droits, des droits des peuples autochtones, passe souvent par la protection de leurs droits à la terre, de leurs droits au territoire, aux ressources naturelles. On ne peut pas concevoir la protection des droits des peuples autochtones sans penser à la protection de ces droits qui sont au cœur même des droits des peuples. Alors, les écrits sont nombreux à confirmer que la vision autochtone de la terre, elle ne correspond pas à l'analyse et à la perception occidentale de la propriété privée et de la territorialité. Évidemment, avec l'affirmation de la figure terre-mère que partagent les peuples autochtones. Cette figure de la terre-mère, elle montre bien une conception vraiment différente de la propriété, de la possession, et dont la compréhension permet justement d'explorer les voies de la reconnaissance des droits collectifs du foncier, mais également d'explorer les voies de la reconnaissance des personnalités juridiques non humaines. Et donc cette figure de la terre-mère permet de prendre en compte non seulement la partie matérielle du rapport à la terre, territoriale, mais aussi la partie, ou plus précisément, la relation spirituelle entre terre et peuple autochtone. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à la justice environnementale, c'est un concept tout d'abord qui a émergé aux États-Unis à partir des années 70. Je ne vais pas revenir sur l'origine de ce concept, mais ce concept de justice environnementale tel que théorisé par la doctrine, en fait, inclut la possibilité pour les groupes marginalisés, dont font partie les peuples autochtones, de participer au processus décisionnel au projet public privé pouvant affecter l'environnement et leur relation à celui-ci. La problématique de la protection des peuples autochtones et la protection de l'environnement s'inscrit au carrefour des besoins, de revendications des peuples autochtones. Qu'il s'agisse des textes internationaux qui se réfèrent spécifiquement aux droits des peuples autochtones, qu'il s'agisse des textes qui se réfèrent plus spécifiquement à la protection de l'environnement, le droit international public n'a eu de cesse de reconnaître le rôle primordial de ces peuples dans la préservation de l'environnement, du fait de leurs connaissances spécifiques relativement à la gestion durable des ressources naturelles et en tenant compte, bien évidemment, des savoirs traditionnels détenus par ces peuples. Il y a toute une série de textes, que ce soit de nature juridique et non contraignante, de type déclaration, comme le rapport Brundtland de 1987, la déclaration de Belém de 1988, qui affirme ce rôle primordial des peuples dans la préservation de l'environnement. La Convention sur la diversité biologique de 1992, qui a été dit ce matin, ou encore le protocole de Nagoya affirme que les peuples premiers et les populations autochtones ont un rôle vital justement à jouer dans la gestion de l'environnement, du fait de leur connaissance du milieu et du fait de leur tradition, de leur pratique et connaissances traditionnelles. On a également la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, même si ce n'est pas un texte juridique contraignant, mais c'est un texte qui engage politiquement les États et qui affirme que les peuples autochtones ont le droit aux terres, aux territoires et aux ressources
qu'ils possèdent et occupent traditionnellement, ou qu'ils ont utilisé ou acquis, et que les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur, de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent ou qu'ils les occupent ou les utilisent de manière traditionnelle, ainsi que ceux qu'ils ont acquis. Et les États accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres, territoires et ressources. Donc, cette reconnaissance, comme l'indique la déclaration, doit se faire en respectant dûment les coutumes, les traditions et le régime foncier des peuples autochtones concernés. La réglementation en matière environnementale, elle connaît des développements assez substantiels depuis plusieurs décennies, notamment dans la perspective de la protection et de la conservation des ressources naturelles, et impose aux autorités publiques de concilier justement les exigences du développement économique avec la protection particulière des droits ancestraux et des connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones. Alors, de ce point de vue, le droit international a bien reconnu aux peuples autochtones le droit d'avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d'autres parties. Il y a une décision rapide en la matière, ainsi qu'à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Donc, ce droit d'accès à la justice environnementale qui doit être garanti au peuple autochtone et notamment affirmé par la Déclaration des Nations Unies de 2007. Toutefois, malgré une reconnaissance de plus en plus affirmée des spécificités de ces communautés, de peuples autochtones, certains textes préfèrent employer la terminologie de communauté, on peut s'interroger à travers l'étude du droit français sur l'effectivité de la mise en œuvre de la protection dont ces peuples peuvent bénéficier au titre de la justice environnementale, s'agissant plus particulièrement de leur capacité d'ester en justice pour en revendiquer le respect. Donc, le droit d'accès à la justice environnementale et de manière générale, ce droit d'accès à la justice, il est essentiel dans le cadre des litiges environnementaux et il appelle à s'interroger sur l'existence des outils, des mécanismes juridiques de nature à même de permettre à ces peuples de faire valoir leurs droits de manière effective et efficace. Donc, ce droit d'accès implique nécessairement de garantir à ces communautés un droit d'accès d'abord à l'information et à la participation dans le domaine environnemental. C'est vraiment concernant le droit d'accès à l'information, à la participation, c'est vraiment un droit qui est le seul à même de leur permettre de pouvoir remettre en question des décisions qui, selon eux, n'auraient pas pris en compte leurs droits et intérêts. Il garantit également qu'il existe des instances juridiques pertinentes pour protéger les droits environnementaux grâce à un processus judiciaire indépendant et rapide qui tend à la réparation des dommages environnementaux et la restauration de l'environnement. L'accès à la justice, il est essentiel pour la sauvegarde des droits des peuples autochtones, notamment en matière environnementale, qui ont été traditionnellement exclus, toujours malheureusement exclus partiellement du processus décisionnel. Ainsi, la question de l'accessibilité et de la disponibilité des informations concernant la pollution des terres et territoires autochtones, elle est étroitement liée au droit d'accès à la justice environnementale. Donc, quelles sont les procédures qui existent actuellement en droit français et qui permettent d'éviter d'abord toute atteinte aux droits des peuples autochtones dans le domaine environnemental, atteinte à leurs droits de nature environnementale. Ensuite, quels sont les droits et les procédures, les droits de nature procédurale peuvent être mobilisés par les peuples autochtones pour demander au juge, pour accéder au juge afin de mettre fin à l'atteinte de leurs droits humains de manière générale, en lien avec la protection de l'environnement. Pour répondre à ces questions, il implique d'identifier le titulaire de ce droit qui est titulaire du droit d'accès à la justice environnementale dans le cas de la France. On a vu que la question de la reconnaissance des peuples autochtones sur le territoire français est remplie de contradictions. D'un côté, la France, elle signe la Déclaration des droits de l'homme
la Déclaration sur les droits des peuples de 2007. Hein. C'est normal, c'est un texte juridique non contraignant, donc aucune conséquence juridique derrière. Mais de l'autre côté, la France refuse toujours de ratifier la convention numéro 169 de l'OIT, hein, qui est un texte juridique contraignant, puisque, hein, selon la position de la France, hein, il y a une incompatibilité entre les droits des peuples autochtones, les droits collectifs, tels que reconnus par cette convention, et le principe constitutionnel d'égalité et d'indivisibilité de la République. Donc, il y a une contradiction. Alors, concernant la Constitution, si on se tourne vers la Constitution française, on a vu que finalement, sur le territoire français, le seul peuple reconnu, hein, c'est le peuple kanak avec l'accord sur la Nouvelle-Calédonie hein, de 1998, même s'il y a encore certains auteurs hein, dans la doctrine qui affirment en fait qu'aujourd'hui, dans le droit positif français, il n'y a pas de reconnaissance constitutionnelle du peuple kanak du fait que la Constitution elle a été révisée en 2003, donc un article 72-3 de la Constitution qui préfère utiliser l'expression de population d'outre-mer. Donc le terme de population a été préféré hein, à la notion de peuple kanak. Donc, étant donné que c'est une révision qui a été réalisée donc, après celle de 1998, une révision la plus récente hein, qui doit... Alors, en France, on a une porte d'entrée hein, pour la protection des droits des peuples autochtones, notamment une porte d'entrée qui peut être mobilisée notamment en Guyane. En Guyane, la Constitution, bien sûr, on ne reconnaît pas l'existence des peuples amérindiens. Et quelle est cette porte d'entrée? C'est à travers l'expression de communauté d'habitants. Dans les textes français, c'est une expression qui est employée souvent en matière environnementale notamment, mais également lorsqu'on fait référence aux terres autochtones. Et c'est une expression qui n'est pas définie par le législateur. Hein. Qu'est-ce que c'est une communauté d'habitants? Il n'y a pas de définition, mais on voit que derrière cette expression, voilà, on sait très bien qu'il s'agit en réalité, en pratique, hein, des peuples qui existent hein, sur le territoire français, des peuples amérindiens notamment. Et il y a plusieurs articles, que ce soit du Code général de la propriété des personnes publiques, Code de l'environnement, qui affirme la possibilité pour des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt de pouvoir reconnaître des droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et de manière générale pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. Donc, il y a en droit français plusieurs outils. Hein. L'outil tels que l'octroi des droits d'usage collectif, mais également l'outil de la concession, de la cession à titre gratuit donc des terres domaniales au profit des communautés d'habitants. Et ces outils juridiques peuvent être mobilisés par les peuples amérindiens afin d'accéder au droit à la terre. Mais on sait très bien qu'en pratique, la question de la restitution des terres, c'est une question quand même assez d'actualité puisque l'ensemble des droits d'usage collectif, concession et cession, cela recouvre uniquement 8% du territoire de la Guyane française et on sait que cette question de la restitution de terres qui a été évoquée par le gouvernement depuis quelques années, hein, cette promesse de restituer 400 000 hectares, aujourd'hui, c'est une promesse qui est utilisée par l'État comme outil de division des populations. Il y a également une reconnaissance indirecte des peuples autochtones en Guyane, mais également en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de ambiguïté, étant donné que, en effet, le pouvoir constitutionnel dérivé parle des Kanaks, notamment dans l'accord de Nouméa, mais de par la reconnaissance de représentants coutumiers, on voit très bien que
il y a ce malaise entre le côté où on a du mal à reconnaître officiellement les peuples autochtones, mais de l'autre côté, il y a quand même une reconnaissance législative des représentants coutumiers, le Grand Conseil coutumier, par exemple en Guyane, le Sénat coutumier, en Nouvelle-Calédonie, les chefs coutumiers, etc., etc. Même si, bien sûr, la création du Grand Conseil coutumier se peut poser des problèmes, puisque sa création, c'est une création, on va dire, qui s'est faite sans consultation préalable sur son opportunité, sur son fonctionnement et sa composition avec les peuples autochtones. Et c'est une institution qui se trouve sous la tutelle de la préfecture. Étant donné que le Grand Conseil coutumier n'a pas de personnalité juridique et pas d'autonomie financière. Donc, il y a quand même une dépendance de ce point de vue. Alors, quelles sont les procédures et les droits procéduraux qui permettent de garantir un accès à la justice environnementale? Alors, concernant ces procédures, on peut notamment penser au consentement libre, éclairé et préalable, tel que posé par la Déclaration des Nations Unies de 2007. Et vu que cette déclaration n'a pas de force juridique contraignante, donc l'État français n'est pas obligé de respecter cette obligation en matière de consultation éclairée et préalable lorsqu'on prend des décisions dans le domaine environnemental et qui peuvent avoir des effets sur les droits des peuples autochtones. En matière environnementale, ce consentement, néanmoins, il peut être recueilli de manière indirecte, même s'il y a pas d'obligation. Il peut être recueilli lors de l'organisation des études d'impact, enquête publique, consultation du public, débat public. On a vu que la mobilisation contre certains projets, notamment de la part des populations des peuples autochtones amérindiens, cette mobilisation a permis de mettre en échec notamment le projet de la montagne d'or. Il y a eu un véritable débat public qui a été chapeauté donc, par la Commission nationale des débats publics, qui ne peut pas exercer sa compétence en Nouvelle-Calédonie. Donc, on voit que le consentement libre, éclairé et préalable, il a du mal à se mettre en place du fait que l'enquête publique n'est pas adaptée la situation des peuples amérindiens, le fait d'afficher en mairie la tenue d'une consultation de public, le fait que c'est le préfet qui organise l'enquête publique, sans tenir compte du fait que les populations elles ne sont pas vraiment impliquées et surtout qu'il y a peut-être un décalage au niveau de la langue, au niveau de la compréhension aussi de la règle juridique. Déjà, c'est un obstacle assez important. Ensuite, concernant il y a un autre mécanisme, cette fois-ci, qui est mis en place par le protocole de Nagoya, qui, lui, a une force juridique et contraignante, puisque ce protocole, justement, il a été ratifié par la France par la loi donc, dite biodiversité de 2016. Et ce protocole de Nagoya, en fait, il pose le principe selon lequel le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés autochtones et locales doit être obtenu pour l'accès à leurs ressources génétiques et pour l'accès à leurs connaissances traditionnelles. Donc, concernant la protection de ressources génétiques et des connaissances traditionnelles, en France, on a un dispositif qui a été créé, qui a été mis en place, un dispositif national, afin d'assurer la protection de ces ressources génétiques détenues par les peuples autochtones et la protection des connaissances traditionnelles. Ensuite, on a également la situation lorsque des peuples autochtones qui ne sont pas issus, donc, ne vivent pas sur le territoire français, mais qui souhaitent saisir le juge français pour des faits, pour des atteintes à leurs droits humains par des entreprises françaises. En effet, la France, de manière générale, n'est pas un bon élève là-dessus, étant donné que plusieurs entreprises, des entreprises comme EDF par exemple, vont mener des projets
des projets de grande envergure. C'est le cas notamment d'un projet mené par l'EDF au Mexique sur des territoires autochtones et sans respecter le consentement libre, éclairé, préalable de ces peuples, alors même que, bien sûr, cet État a ratifié la Convention de l'OIT. Donc, une méconnaissance, on va dire, tout à fait de mauvaise foi de la part de l'État français lorsqu'il s'agit de réaliser donc, des projets sur d'autres territoires qui touchent les droits des peuples autochtones. Alors, dans ce cas, on a la possibilité, notamment depuis la loi sur la loi dite vigilance, on a la possibilité justement pour ces peuples-là qui se trouvent sur les territoires des autres États de pouvoir saisir le juge national, le juge français, lorsque le consentement libre, éclairé et préalable n'a pas été correctement respecté par l'entreprise française qui a son siège social en France. Donc là, dans ce cas, la communauté qui voit que ces droits méconnus va devoir quand même apporter la preuve de cette violation des droits des peuples autochtones par l'entreprise en question. Elle pourra également engager la responsabilité civile de l'entreprise devant le juge national français. Mais encore, faut-il qu'elle apporte la preuve de la réalisation des dommages et surtout, souvent, pour apporter la preuve du dommage, bien évidemment, les informations nécessaires afin d'apporter cette preuve de la réalisation du dommage, ce sont des informations qui sont détenues en grande partie par les entreprises elles-mêmes. Il est vraiment difficile de les avoir. C'était juste une affaire, pour illustrer ce propos, une affaire de la construction d'un projet éolien au Mexique. Et c'était un projet donc, qui a été autorisé en 2015. Les communautés autochtones touchées par ce projet ont intenté des procédures devant le juge interne, des recours en barreau, qui, bien sûr, ont donné raison à leurs droits. Néanmoins, l'EDF n'a jamais respecté les décisions de justice, a continué de méconnaître ses droits. Ensuite, ces communautés se sont tournées vers le juge judiciaire français en se fondant sur la loi à vigilance, sur le devoir de vigilance, notamment des entreprises. Et en fait, dans cette affaire commencée en 2015, même encore aujourd'hui, le juge ne s'est pas prononcé sur le fond de la requête. Il ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si il est nécessaire d'enjoindre à la société des mesures, des obligations donc d'agir afin que ces droits soient défendus et surtout afin que l'entreprise elle diffuse les informations qui sont contenues notamment dans le plan de vigilance tel que monté par l'EDF. Quand même, c'est une affaire, voilà. Il y a la loi qui est prometteuse, mais les difficultés procédurales peuvent être un véritable frein pour avoir un accès effectif à la justice environnementale. Il y a d'autres pistes pour améliorer bien évidemment cet accès, mais je n'ai pas le temps de les développer. Je vais m'arrêter sur ce. Merci. Alors, effectivement, c'était l'occasion de rappeler à quel point les peuples autochtones et leurs droits peuvent peser sur la rénovation ou la modernisation des concepts juridiques. Évidemment, les affaires que vous évoquez, on ne peut pas manquer de penser à l'affaire Chevron en Équateur, qui vient de fêter ses 30 ans cette année, si j'ose dire, et qui n'est toujours pas réglée. Mais on va garder ça pour plus tard parce qu'on est déjà pris par le temps. Donc, je vais céder la parole à Catherine Savard pour 20 minutes et qui va évoquer les réponses juridiques aux mécanismes de justice transitionnelle dans le contexte canadien. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, dans notre fameuse tente de situation. Donc, merci beaucoup à l'UMR, aux amis de l'IFJD aussi, pour l'organisation de cette journée-ci, pour cette belle collaboration, en fait.
Donc, Jean-Pierre Massias nous disait ce matin, le droit autochtone, c'est un droit qui dérange. Et je pense que c'est important à l'échelle autant collective qu'individuelle d'être dérangé, en fait, de se mettre dans des contextes où, comme aujourd'hui, on s'ouvre à d'autres perspectives, à d'autres horizons. C'est extrêmement riche comme journée. Puis, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Catherine Savard, je suis avocate, je suis québécoise, je pense que ça s'entend. Donc, je suis présentement basée à l'Université d'Oxford où j'écris une thèse. J'ai aussi une maîtrise de l'Université Laval à Québec. En fait, pendant les 2 dernières années, j'ai travaillé dans les tribunaux canadiens, à la fois à la Cour suprême du Canada puis à la Cour d'appel du Québec. Le plus haut tribunal au Canada, le plus haut tribunal au Québec. Ce sont 2 cours généralistes, mais qui entendent quand même un bon volume de dossiers autochtones. On s'en fait notamment auparavant. J'ai travaillé aussi dans un mécanisme de justice transitionnelle. J'ai parlé un peu aussi. L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Donc, un peu comme Laurent parlait tout à l'heure, le colonialisme, ça amène une destruction du tissu social, ça pourrait faire de mettre les femmes disproportionnellement à risque de violence. Donc, c'est absolument une réalité au Canada aussi. C'est l'idée derrière la création de cette commission d'enquête-là. Essayer de mieux documenter, mieux comprendre les violences. Donc, j'ai travaillé un peu dans une perspective de justice étatique et aussi justice transitionnelle. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'interaction entre les deux dans le contexte canadien. Donc, le Canada, je pense que c'est un cas d'étude intéressant. On en a parlé aussi quand même un peu à plusieurs moments aujourd'hui. C'est un contexte où, en fait, on a eu une pluralité de mécanismes de justice traditionnels qui ont opéré depuis plusieurs décennies, permettant justement de documenter, de mettre en lumière différents aspects de la relation coloniale entre les peuples autochtones. Maintenant, après plusieurs décennies, donc après des centaines de recommandations de différents mécanismes, se pose toute la question du après. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? Quel est le rôle des tribunaux, justement, devant toutes ces conclusions-là, de tous ces mécanismes-là? Quel est le rôle des tribunaux? En fait, je pense que la jurisprudence récente, en fait, au Canada, illustre que la justice étatique et la justice transitionnelle n'opèrent pas du tout en bord du clos. Donc, ils discutent, ils dialoguent mutuellement. Et c'est vraiment un dialogue qui a été novateur récemment dans le contexte de la reconnaissance d'un droit à l'autonomie gouvernementale. Donc, c'est un processus de reconnaissance qui est encore en cours, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler à ce stade-ci parce que c'est vraiment un bel exemple de dialogue justice transitionnelle et justice étatique dans une perspective justement de justice dit par le droit. Donc, rapidement, sans faire un topo complet de l'histoire de la colonisation au Canada, c'est pas tout ce que j'ai fait, mais je pense qu'il y a juste une petite mise en contexte pour comprendre de quoi on parle quand on parle de droit à l'autonomie gouvernementale au Québec, d'où ça vient, quelle est un peu la trajectoire, là, où est-ce qu'on se situe en fait aujourd'hui. Je pense que c'est incontournable de commencer en disant que le Canada, c'est un État colonial qui est fondé quand même assez récent, fondé en 1877, sur vraiment la dépossession, la déshumanisation, colonisation, en tout cas des peuples autochtones. Donc, dans la Constitution de 1867, il n'y a pas de reconnaissance expresse des droits des peuples autochtones, encore moins d'autonomie gouvernementale. En fait, dans cette période-là, vers la fin du 19e siècle, c'était vraiment le système de pensionnat qui battait son plein. Le pensionnat dont l'État canadien a éventuellement été jugé responsable, même si c'était souvent opéré par les membres du Canada aussi. Donc, en tout, au Canada, en fait, c'est environ 150 000 enfants, environ 150 ans, qui ont été arrachés à leur famille, qui ont été forcés de séjourner dans ces pensionnats-là, avec dans l'optique, en fait, de tuer l'Indien dans l'enfance, selon une formule consacrée. Donc, voilà. De façon concomitante à ça, il y a la fameuse loi sur les Indiens qui a été adoptée, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, mais qui était accompagnée de plusieurs mesures visant à détruire les modes de gouvernance des communautés pour les remplacer par des modes de gouvernance coloniaux. Donc, vraiment un outil important dans la discussion des tissus sociaux des communautés. Je ne me donnerai pas sur le contexte plus avant que ça, mais ça me ferait plaisir d'en parler si éventuellement.
Donc, vers le milieu du 20e siècle, on commence à avoir, on court plusieurs discussions concernant un rapatriement de la Constitution de l'Angleterre vers le Canada. Éventuellement, aussi une procédure de modification constitutionnelle. Donc, beaucoup de discussions, bref, entourant cet éventuel rapatriement-là. Dans le contexte duquel les peuples autochtones sont très beaucoup, ils cherchent justement à obtenir une modification de la Constitution pour avoir certains droits qui seraient reconnus, notamment un droit à l'autonomie gouvernementale. En 1982, finalement, a lieu ce rapatriement de la Constitution. On y insère la Charte canadienne, la liberté, et dans cette loi constitutionnelle de 1982, on a ce fameux article 35, qui va être super important pour le reste de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, en fait, je l'ai décrit, je vous le projetterai. Dans l'écran rapidement. Donc, on a ce fameux article 35 qui est vu dans notre loi constitutionnelle de 1982, dont on parlait aussi plus tôt aujourd'hui. Donc, il va nous dire que les droits existants, donc les Autochtones du Canada, sont reconnus et confirmés. Les droits existants, c'est les droits ancestraux ou issus de traités. Donc, ce concept-là de droit ancestral, après ça, c'est qu'est-ce que ça inclut, en fait. Donc, ça a donné lieu à une jurisprudence quand même assez abondante des tribunaux canadiens, notamment de la Constitution. Et le point de notre discussion aujourd'hui, on peut dire tantôt, mais on peut revenir qu'un droit ancestral, c'est une activité, qui doit être un élément d'une coutume, pratique ou tradition, faisant partie intégrante de la culture distinctive, qui revendique le droit en question. Donc là, la jurisprudence a précisé qu'en fait, ça doit être partie intégrante de la culture distinctive, mais pas nécessairement distincte. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à être propre à un groupe en particulier, mais quand même qui fait partie de sa culture, donc distinctive, donc, qui permet de le différencier des autres, si on peut dire. Dans la détermination aussi d'un droit ancestral, les tribunaux doivent tenir compte du point de vue des Autochtones eux-mêmes, donc la perspective des Européens et en fait, doit être pertinente seulement si la coutume ne faisait pas partie de la culture autochtone au moment de la colonisation. Mais le poids du regard européen est quand même relativement limité. C'est vraiment du point de vue des communautés qu'on va apprécier l'existence de droit ancestral. Donc, ensuite, outre le strict cadre constitutionnel, bon, je fais une histoire constitutionnelle quand même assez courte, mais il y a beaucoup de discussions vraiment concernant la possibilité d'enchasser expressément un droit à l'autonomie gouvernementale, droit auquel, évidemment, les peuples autochtones étaient très attachés. Vraiment, ça n'a pas été enchâssé constitutionnellement en toutes les lettres, mais le gouvernement fédéral a éventuellement adopté une série de politiques dans lesquelles il reconnaissait ce droit-là, mais quand même pas quelque chose de constitutionnellement contraignant. En parallèle avec tout ça, toujours après 1982, comme je vous disais, on a eu toute une pluralité de mécanismes de justice transitionnelle mis au pied au Canada. Il y en a eu vraiment plusieurs, donc j'ai mis ces trois-là qui peuvent être considérés comme peut-être les plus marquants dans une perspective d'autonomie gouvernementale, mais en même temps, il y en a vraiment plusieurs. L'audition royale sur les peuples autochtones, donc opérée de 1991 à 1996, dans le fond, qui a elle-même déjà examiné plusieurs modèles potentiels de détermination et d'autonomie gouvernementale. L'audition qui a proposé même l'établissement d'un Parlement autochtone où siégeraient des représentants qui pourraient conseiller le Parlement. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais vu le jour, mais c'est quand même quelque chose qui a été discuté aussi dans d'autres États, mais quand même déjà, c'était quelque chose qui était très, très vivant dans les discussions. Ensuite, éventuellement, au moment du millénaire environ, le regroupement d'anciens pensionnaires qui s'est mis ensemble, en fait, pour poursuivre l'État canadien en raison des sévices dans les pensionnats. Et cette action collective, en fait, qui est la plus grande action collective de l'histoire du Canada, a débouché éventuellement sur un règlement hors cours qui a conduit à la création de cette commission de vérité et réconciliation. Donc, vraiment, qui s'est penché spécifiquement sur l'histoire des pensionnats. Les pensionnats qui a fermé ses portes en 1996, donc c'est quand même, on a parfois l'impression que c'est de l'histoire ancienne, mais c'est pas un peu.
Voilà, qui est arrivé à une conclusion que les pensionnats et le traitement des enfants, en fait, étaient constitutifs de génocide culturel. Et éventuellement, donc, peu après, en fait, la Commission Vérité et Réconciliation a été en contact, en fait, au cours de ses travaux avec une problématique qui était, à l'époque, très, très sous-documentée et qui l'est encore, en fait, dans une large mesure, mais la Commission a vraiment entendu énormément de récits de violences perpétrées contre les Autochtones, donc des distinctions, de violences de genre physique, sexuelle, économique, vraiment de façon très, très contemporaine. Donc, la Commission a recommandé quelque chose qui était déjà demandé depuis plusieurs années par les Autochtones, mais a recommandé la création donc de cette enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Donc, c'est une commission d'enquête pan-canadienne pour enquêter sur ces taux de violence dont je vous parlais. Et voilà. Donc, il est arrivé à la conclusion que non seulement, sans exclure la qualification de génocide culturel, l'enquête nationale, elle a plutôt utilisé la qualification de génocide dans le contexte canadien, donc génocide dont l'État canadien serait responsable. Donc, sans aller plus avant dans les idées de génocide, on peut en parler tantôt, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, évidemment, mais ça pour dire que la réalité de mécanismes de justice transitionnelle, l'autonomie gouvernementale est quand même vraiment présente en filigrane dans toutes ces discussions-là, dans tous ces forums-là. Il n'y a toujours pas de reconnaissance constitutionnelle. Donc, un point en fait, je dirais, dans le contexte de cette reconnaissance-là, le droit d'autonomie gouvernementale, c'est à la suite de l'adoption en 2019 d'une loi par le Parlement fédéral, qui est la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles de la nation inuit. C'est quand même assez long, mais l'idée, en fait, c'était de remédier aux tort causés dans le contexte du colonialisme, c'était de faire écho aussi justement au rapport des commissions d'enquête et autres mécanismes traditionnels. L'idée, c'était de reconnaître essentiellement le droit des peuples autochtones à une autonomie gouvernementale dans le contexte des services à l'enfance. Donc, une loi quand même assez novatrice, qui a été élaborée avec une vaste consultation des communautés autochtones aussi dans les commissions parlementaires, qui fait vraiment explicitement référence au mécanisme dont je vous parlais. Donc, sans rentrer dans les technicalités, cette loi-là a deux parties. Une partie assez standard établit des normes nationales en ce qui a trait à la prestation de services à l'enfance en contexte autochtone. C'est assez standard. La deuxième partie est plus novatrice. Donc, c'est là que le Parlement affirme expressément que les peuples autochtones ont un droit ancestral, donc garanti par l'article 35, dont je parlais, à l'autonomie gouvernementale, notamment en matière de services à l'enfance. Et en fait, on prévoit que les corps dirigeants autochtones vraiment peuvent adopter des lois pour encadrer la prestation de services à l'enfance. Donc, en gros, les corps dirigeants autochtones ont deux options. Soit carrément, ils adoptent une loi pour s'autogérer en matière de services à l'enfance, soit ils envoient un avis au gouvernement fédéral ou provincial, donc au gouvernement concerné. Ils concluent un accord de coordination et aménagent ensemble certaines normes pour s'autogérer encore en matière de services à l'enfance. Donc, il y a l'option de consulter et se coordonner avec le gouvernement étatique et il y a l'option de ne pas se consulter. Et l'avantage, en fait, c'est dans le cas de figure où le corps dirigeant autochtone consulte les paliers de gouvernement pertinents, la loi prévoit que la loi autochtone aura préséance sur toutes les lois fédérales et provinciales. Donc, une loi qui va quand même très, très loin. Donc, ce qui s'est passé, la loi est adoptée, elle est entrée en vigueur en 2020, mais assez rapidement, le gouvernement du Québec, en fait, a considéré que cette loi-là n'était pas constitutionnelle. En fait, essentiellement, l'argument, c'était qu'au plan fédéral venait
et un troisième palier de gouvernement, en disant tout à coup, c'est plus seulement le gouvernement fédéral ou provincial, mais c'est aussi des gens qui peuvent adopter les lois. Donc, le fédéral n'a pas le pouvoir constitutionnellement de créer un troisième palier. Et à tout événement, l'article 35 ne prévoit pas de loi d'autonomie gouvernementale. Donc, le gouvernement du Québec a saisi la Cour d'appel par voie de renvoi, ou un avis consultatif, en fait, en lui demandant de se prononcer sur la question. Et, en fait, le raisonnement de la Cour d'appel, c'est l'avis qui a été rendu en 2022, donc c'est tout récent. Le raisonnement est vraiment intéressant, en fait, parce que elle s'appuie de façon extrêmement détaillée sur les conclusions des commissions d'enquête. Elle documente vraiment, elle consacre une énorme section en fait sur la documentation des sévices par les enfants autochtones au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Et arrive à la conclusion en fait que la position de services à l'enfance, ou en tout cas on peut dire de pensionnat, en fait c'est bizarre d'appeler ça des services à l'enfance, mais bon. Donc le contrôle, on peut dire, des services à l'enfance autochtones a tellement été un moyen central dans cette optique, dans cette décision de chercher à éradiquer leur culture et même leur existence, que, en fait, on n'a presque pas le choix de considérer que la prestation de service à l'enfance, c'est, comme je vous disais, c'est une partie intégrante de leur culture distinctive. Et même, en fait, elle vient dire, la prestation de service à l'enfance, en fait, c'est une partie intégrante de la culture distinctive de tous les peuples, nécessairement. Et lorsqu'on est jeune, c'est lorsqu'on est enfant qu'on fonde son identité, tout ça. Donc, voilà. Mais c'est vraiment ces mécanismes de justice transitionnelle-là qui ont été au cœur de l'analyse pour documenter l'idée qu'il existait un droit, bref, constitutionnel au fond de l'article 35 de l'autonomie gouvernementale en matière de service à l'enfance. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais accélérer, mais bref, l'idée, c'est que je vais quand même tempérer un peu ma conclusion. C'est quand même une reconnaissance absolument historique dans l'histoire constitutionnelle canadienne. Il y a 3 tempéraments quand même. Le premier, c'est que pour l'instant, ce dossier-là a été porté en appel devant la Cour suprême, donc on n'est pas encore certain. La Cour suprême va se prononcer prochainement sur la question. On ne peut pas être... on ne peut pas être certain de ce qu'elle va dire. Cela dit, entre-temps, la Cour d'appel a été saisie de d'autres affaires d'autonomie gouvernementale, pas en lien avec le service à l'enfance, mais en lien avec l'administration de la justice, et elle a encore conclu l'existence de droits à l'autonomie gouvernementale dans d'autres domaines. Donc, ça ouvre vraiment une porte pour plusieurs réponses juridiques intéressantes avec l'autonomie gouvernementale, et ce, indépendamment de ce que la Cour va dire spécifiquement sur la question des services à l'enfance. Un deuxième tempérament, c'est que évidemment, c'est beau la reconnaissance de droit de l'autonomie gouvernementale, mais il reste à voir comment ça va se concrétiser en pratique. Quel genre de financement est-ce que les corps dirigeants ont? Comment est-ce que c'est organisé? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être à voir. En date de septembre 2023, il y a 46 corps dirigeants autochtones qui avaient envoyé l'avis à la loi aux gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, on voit vraiment un intérêt quand même important des corps dirigeants justement de s'autogérer et d'adopter leurs propres normes. Mais le temps va nous dire un peu comment ça va se concrétiser. Et voilà. Le dernier tempérament aussi, c'est que la Cour d'appel a jugé que la loi était constitutionnelle à une exception près. Ils ont considéré que la prépondérance des lois autochtones sur les lois provinciales et fédérales ne pouvait pas être constitutionnelle. Donc, le fédéral n'a pas le pouvoir de déclarer que des lois autochtones auraient prépondérance sur des lois provinciales en absence sans que le provincial ait son mot à dire. Donc, bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire essentiellement pour aujourd'hui, mais c'est l'idée que la reconnaissance progressive d'un droit à l'autonomie gouvernementale, c'est vraiment un angle qui illustre vraiment bien comment les mécanismes de justice tribunale influencent les travaux des tribunaux canadiens. Puis, même de plus en plus, on voit des forts courants jurisprudentiels au Canada. Les tribunaux affirment que les juges, en fait, doivent tenir compte des travaux de ces mécanismes-là, même qu'ils doivent en prendre connaissance d'office. Donc, même si les avocats des différentes parties ne leur soumettent pas ces informations-là, les juges doivent en tenir compte
être sensible à ces réalités-là. Donc, c'est un courage jurisprudentiel qui se développe de plus en plus. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'on ne peut pas insister assez non plus sur l'importance de la formation des juges. Autant la réconciliation que la décolonisation, c'est un travail de société. Le judiciaire ne doit pas y faire exception. Donc, c'est bien beau de dire d'évoluer contre les travaux de mécanismes de justice transitionnelle, mais encore faut-il les connaître, et encore faut-il être sensible à ces réalités-là. Donc, voilà. Indépendamment des différents débats, en fait, on parlait de la politisation du judiciaire. Indépendamment des allégeances politiques, c'est vraiment la connaissance de l'histoire, des impacts des actes, des structures coloniales qui peut permettre, au fond, de faire un éclairage plutôt que sur des questions profondément. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et cet éclairage sur finalement les difficultés, mais aussi les progrès dont est porteuse la justice transitionnelle dans le champ des droits des peuples autochtones. Alors, on va poursuivre avec Leslie Clout, qui est doctorante ici, qui est une spécialiste, je crois pouvoir le dire, avec Zéra, qui sont tous les deux d'un projet sur la question des peuples autochtones, et donc il va envisager l'apport des peuples autochtones d'Amérique au droit et à la justice. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. On est en France, parler avec des juristes français du droit des peuples autochtones. C'est un moment très appréciable. Merci toute l'équipe. Zéra Brémond, Jean Mathias et l'Institut d'études ibériques ibéro-américaines. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je vais parler effectivement donc, de l'apport des peuples autochtones des Amériques, donc on tient à ce continent-là, au droit et à la justice. Pour les peuples autochtones, le droit et la justice mis en place à la création des États d'Amérique, donc après les indépendances, ont été mis au service, donc le droit et la justice ont été mis au service de leur colonisation, dans une dynamique progressive d'internalisation de leur statut, donc passage d'un statut de nation souveraine, des relations internationales, à un statut de soumission au droit interne, une dynamique aussi progressive d'appropriation de leurs terres, d'assimilation, une approche multidimensionnelle. C'est-à-dire assimilation juridique, spirituelle, culturelle, etc. Si le droit et la justice demeurent encore aujourd'hui les instruments d'une colonialité, ils constituent aussi, et précisément pour les peuples autochtones, des univers à décoloniser en vue de permettre la protection effective de leurs droits, mais aussi de leur conception du droit et de la justice. À ce titre, dans le cadre de mes recherches sur les droits des peuples autochtones au Chili, le Chili est un État très légaliste, donc ça peut avoir ses conséquences, mais j'ai pu observer les impressionnantes compétences juridiques des dirigeants autochtones, en particulier non seulement en relation avec les normes nationales et internationales qui concernent les droits des peuples autochtones, mais aussi d'autres normes, le droit de la pêche, le droit des mines, etc. Ils maîtrisent vraiment non seulement les dispositifs de ces normes, mais aussi leur interprétation. Donc, non pas que les peuples autochtones éprouvent une fascination pour le droit et la justice, en particulier celui du colon, mais plutôt parce que la connaissance et la maîtrise de l'offre juridique existante, donc en termes de droit et de recours, leur donne l'opportunité d'investir ces espaces et de mettre en place des stratégies de défense de leurs droits, telles qu'ils les envisagent eux-mêmes. Il s'agit donc non seulement de stratégies destinées à protéger les droits qui sont reconnus par la Constitution, les droits humains, mais aussi des stratégies de décolonisation du droit et de la justice. Je vais ici me concentrer sur les stratégies ou les saisines d'opportunités des peuples autochtones de la décolonisation du droit et de la justice observée dans les Amériques, considérées souvent comme un laboratoire du droit et de la justice. Dans un premier temps, je vais m'intéresser aux facteurs juridiques, au contexte qui permet donc les prémices d'une émergence de mécanismes de décolonisation du droit et de la justice. Et ensuite, je soulignerai certains apports des peuples autochtones au droit et à la justice. Dans le cadre de ces dynamiques, les peuples autochtones contribuent non seulement au renouveau de la justice constitutionnelle, climatique, environnementale et transitionnelle, mais ils participent également au renouveau du constitutionnalisme et des paradigmes juridiques. Pourtant, si l'apport des peuples autochtones à la protection de la biodiversité ne cesse d'être valorisé par de nombreux rapports scientifiques, leur approche du droit et de la justice reste encore sous-estimée et insuffisamment considérée, bien que cette juridicité, donc c'est le concept que j'utilise pour me référer au système juridique, cette juridicité, en fait, elle est au fondement
Cette juridicité donc, est la source des mécanismes qu'ils mettent en place pour protéger cette biodiversité, pour protéger les territoires et la santé globale. Donc, en premier lieu, une offre juridique plurielle, perméable aux juridicités autochtones. C'est le contexte qui permet, cette approche des peuples autochtones qui permet d'apporter à leur juridicité au droit et à la justice. Pour préciser ce contexte particulier propre à l'Amérique centrale et du Sud, je vais évoquer le constitutionnalisme à horizon pluraliste qui a émergé sur le continent américain à partir des années 1980. Puis, j'énoncerai les principes fondamentaux qui gouvernent les juridicités autochtones. D'abord, le constitutionnalisme à horizon pluraliste. Donc, je reprends cette expression à une avocate péruvienne, Raquel Irigoyen Fajardo. Il faut savoir donc que les transitions à la démocratie qui ont été mises en place en Amérique centrale et du Sud se sont produites à partir des années 1980, après des conflits armés comme au Guatemala ou des dictatures. Pendant cette même période, années 80-90, émerge un droit international des peuples autochtones avec l'adoption de la Convention 169 de l'OIT, majoritairement ratifiée par des États en Amérique du Sud et centrale, et aussi avec la discussion, encore à cette époque c'est en discussion, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle a été adoptée en 2007. Donc, ces nouvelles constitutions qui ont été adoptées dans le cadre de ce constitutionnalisme, de ces transitions à la démocratie, incorporent à des degrés divers droits aux peuples autochtones. On parle de constitutionnalisme à horizon pluralisme en 3 cycles qui suivent en fait les évolutions de la reconnaissance au plan international des droits des peuples autochtones. Le premier cycle correspond à un constitutionnalisme multiculturel qui reconnaît en fait essentiellement la diversité culturelle de la société, son caractère plurilingue. Ensuite, le second constitutionnalisme pluriculturel, très important, qui émerge à partir de 1989, correspond en fait, et suit l'approbation de la Convention 169 de l'OIT, avec une reconnaissance du caractère multiculturel, cette fois de l'État et de la nation, et de la société. On parle de la préexistence des droits des peuples autochtones, auxquels on reconnaît des droits spécifiques, on reconnaît le pluralisme juridique, mais à des degrés encore limités. Un troisième cycle, le constitutionnalisme plurinational, est caractérisé par les 2 constitutions boliviennes de 2006 et 2009 et la constitution équatorienne de 2008. Il s'inscrit dans l'esprit de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la reconnaissance du droit à l'autodétermination. Il reconnaît les nations, nationalités autochtones, ainsi que les droits dits de 4e génération, comme le droit au bien vivre, au buen vivir, les droits de la nature, de l'eau, de la quantité naturelle. Le projet de constitution chilienne, qui a été rejeté par plébiscite en septembre 2022, s'inscrivait dans ce courant. Quelques mots enfin supplémentaires pour préciser le concept de buen vivir. En fait, on retrouve ce concept avec des petites modifications dans différentes langues autochtones et juridicités autochtones. C'est un concept autochtone holistique qui renvoie à une notion d'équilibre global, de bien-être en fait de l'ensemble du vivant, non seulement de la personne, et de l'harmonie ainsi des relations entre le vivant humain et non humain, entre l'invisible et le non visible, le visible et l'invisible. Donc le buen vivir en fait est assuré par le respect de principes fondamentaux que l'on retrouve dans les juridicités autochtones et dont je parlerai ensuite. Pour comprendre encore le contexte qui a permis en fait cet apport des peuples autochtones, c'est que ce constitutionnalisme à horizon pluraliste, il a été accompagné d'une reconnaissance, d'un renforcement en fait, de l'état de droit, avec la reconnaissance, la création de nouvelles juridictions et de nouveaux recours en justice, notamment de recours constitutionnels, comme le recours de protection collectif en Argentine, qui permet à un groupe de saisir la justice pour violation des droits fondamentaux. Mais ce constitutionnalisme, on le sait, s'exprime aussi dans un contexte de politique économique néolibérale qui entre en concurrence avec les droits autochtones, notamment sur leurs territoires sur lesquels ces politiques s'expriment. Donc cette nouvelle offre juridique, donc ces politiques néolibérales sont un frein à ces avancées constitutionnelles et à l'expression des juridicités autochtones. Cependant, par rapport à avant, cette nouvelle offre juridique globale présente une nouvelle ressource à disposition des peuples autochtones dans la défense de leurs droits. Donc, ils vont se saisir de ces droits pour agir en justice. Donc, les innovations juridiques qui vont en découler résultent en fait d'un usage stratégique de cette offre juridique combinée avec, à la lumière des juridicités autochtones. Maintenant, brièvement, les juridicités autochtones. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'une juridicité en particulier, sachant que les études comparées et mon propre terrain au Chili permettent de retrouver certains principes fondamentaux partagés au sein des juridicités autochtones.
En effet, donc, que les juridicités autochtones soient, oui ou non, il y a des durées divers reconnus par les États. Leurs principes fondamentaux et ces juridicités sont mobilisés par les peuples autochtones en tant que principe d'interprétation des normes étatiques. Ainsi, elles permettent la mise en place, ces juridicités, d'interconnexion entre des droits fondamentaux dont les liens n'étaient pas envisagés par le droit étatique ou pas envisagés ou interprétés comme tels par les agents du droit. Les principes et valeurs auxquels je vais me référer ont été commentés dans les travaux dirigés par Ghislain Otis au Canada, dans le cadre d'une recherche sur la gestion du pluralisme juridique en tant que contexte autochtone. Comme je vous l'indiquais, j'ai retrouvé un grand nombre de ces principes, principes et valeurs des juridicités autochtones dans le cadre de mes terrains au Chili auprès des communautés mapuche, notamment au sein de l'ANMAPU, loi du cosmos, qui régit les relations entre le vivant et le non-vivant des Mapuches. Et là, vous voyez la représentation d'un tambour chamanique, mais en fait, il incarne toute la dynamique de l'ANMAPU, de la loi cosmique mapuche. Il faudrait une autre conférence sur ce sujet, mais le droit, il est là. Comme à côté, il y a le droit de la ceinture de Wampu. Donc, selon les juridicités autochtones, je vais m'intéresser aux juridicités relatives au territoire et à la résolution des conflits, dès lors que ces juridicités-là me semblent en fait expliquer certaines innovations juridiques dues au peuple autochtone et que je vais commenter en seconde partie. Tout d'abord, les juridicités autochtones et la justice. Les juridicités autochtones mettent en place une justice à dominante réparatrice, donc là je vais juste lister les principes, orientée vers la réconciliation, le rétablissement de l'harmonie, et on retrouve aussi des éléments qui ont été exprimés par Laura Caillé tout à l'heure. L'important de ces systèmes de justice est de rétablir non seulement l'harmonie individuelle, mais aussi collective. Les processus de justice font appel à des mécanismes graduels d'écoute, de dialogue, de réconciliation, de responsabilité et responsabilisation individuelle et collective, mais aussi de guérison des individus et des groupes. On considère également les causes sociales, et on tente de les traiter, qui sont à l'origine des situations problématiques soumises. Le concept de solidarité est primordial dès lors que non seulement les familles, mais aussi les communautés doivent assurer la préservation des comportements, la préservation du comportement de la personne qui aurait commis une violation du droit, et restaurer les liens familiaux, communautaires qui ont été déséquilibrés par le conflit. Donc, c'est une responsabilité aussi de la communauté et de la famille. Tout le monde participe au mécanisme de réparation intégrale mis en place, de l'agresseur à la victime, en passant par le groupe familial et les acteurs communautaires. Il y a une responsabilisation des individus et de la communauté pour réparer et guérir. Il est en outre observé que les solutions les plus communes sont de nature compensatoire. Des cérémonies sont également parfois organisées permettant l'expression d'excuses publiques. Et je rappelle juste que si l'approche réparatrice et la réconciliation prédominent, certaines traditions juridiques autochtones prévoient aussi le recours à des mécanismes de sanctions et de réprobation morale, mais la réparation et la question compensatoire sont majoritaires. Concernant en fait ensuite les juridicités autochtones et le territoire, les liens spéciaux qui unissent les peuples autochtones au territoire répondent à une série de principes qui sont basés sur le rapport de réciprocité, en vertu duquel les familles, individus et communautés sont responsables envers le territoire, mais non seulement le territoire, mais aussi les humains et non-humains qui s'y trouvent, visibles et non visibles. À ce titre, ils doivent donc l'individu et la communauté doivent protéger les territoires et respecter un nombre de principes en échange de la santé et de la vie que leur procure le territoire, la vie conçue dans un sens large. Les principes fondateurs qui gouvernent les normes autochtones sur les territoires sont donc la réciprocité, la protection, la responsabilité, l'humilité face aux forces de la nature. Ces normes s'appliquent tant à l'égard de la terre, des êtres humains qui y habitent, mais aussi des autres communautés qui ont vocation à utiliser le territoire selon un autre concept de partage. Il y a aussi, c'est important, la responsabilité de transmettre et d'enseigner ces principes pour préserver la terre et les générations futures. Ensuite, donc, à partir de ces principes, dans ce contexte latino-américain, ce laboratoire juridique avec ce constitutionnalisme à horizon pluraliste et ces juridicités autochtones qui existent encore, au moins s'expriment encore leurs principes fondamentaux, à partir de ce contexte-là, les peuples autochtones ont mis en œuvre des stratégies ou des mécanismes de protection qui, en fait, ont été un apport pour le droit et la justice des autochtones et non autochtones.
Je vais m'intéresser juste à l'apport pour les autochtones et non autochtones. Sachant que les influences des juridicités autochtones sont nombreuses, donne lieu à la création d'une diversité de nouvelles institutions, d'instances juridictionnelles souvent hybrides, mêlant juridicité autochtone et non autochtone, et donne lieu à de nouvelles méthodes d'interprétation du droit sous un autre paradigme, notamment du buen vivir, la création de nouveaux sujets de droit, on a parlé ce matin en introduction du droit de la terre, la création de nouvelles figures juridiques, des systèmes de justice spécialisés, la mise en place de médiateurs interculturels qui sont aussi des interprètes en justice. C'est très riche, mais je ne vais pas me concentrer sur ces questions. Je vais m'intéresser donc aux apports du droit et de la justice dans l'intérêt de tous pour préserver les droits humains, mais aussi la planète et les droits des générations à venir, dans deux domaines dans lesquels les peuples autochtones ont été très actifs sur le plan international, sur la scène internationale. Ils concernent le contentieux de la justice environnementale et climatique, le droit pénal international et la justice transitionnelle. Nous verrons que ces trois contentieux mobilisent non seulement le principe fondamental d'interconnexion des peuples autochtones au territoire, mais aussi ils utilisent le principe de réciprocité, qu'on appelle le principe de responsabilité, réparation intégrale et guérison, que l'on retrouve dans les juridicités autochtones. Je ne vais pas pouvoir développer autant que je le souhaitais tous les éléments, mais il faut souligner en premier lieu que la jurisprudence environnementale du système interaméricain est essentiellement formée du fait de l'abondance des recours en justice des peuples autochtones par le contentieux introduit par les peuples autochtones. Il n'est pas exclusivement constitué par ce contentieux, mais dès lors que les peuples autochtones ont amené la Cour à statuer souvent sur le recours, le contentieux actuel, les jurisprudences en justice environnementale, sont en partie dues au recours mis en œuvre par les peuples autochtones. Sachant par ailleurs la circulation, le dialogue des juges et donc les jurisprudences de la Cour interaméricaine des droits de l'homme viennent aussi influencer les jurisprudences au niveau national et les autres cours régionales. Donc c'est déjà une influence des recours mis en œuvre par les peuples autochtones. Et M. Le Proudhon a parlé tout à l'heure d'une décision très importante. C'est la première fois en fait que la Cour interaméricaine des droits de l'homme reconnaissait le droit à l'environnement en tant que droit autonome. C'était un contentieux autochtone. Donc, dans ces contentieux environnementaux, les peuples autochtones invoquaient déjà des violations de droits humains. Pour les peuples autochtones, la justice environnementale, c'est une justice de l'environnement et elle doit être envisagée selon une approche holistique pour protéger la relation spéciale qui les lie au territoire et ainsi assurer leur droit à la vie dans toutes ses dimensions, pour assurer la santé des territoires, leur manière de vivre sur le territoire, de vivre avec le territoire et même d'être le territoire. Donc, seule une approche holistique permet d'envisager cette protection, donc la justice environnementale. Donc, pour eux, la justice environnementale serait plutôt une affaire de droit du vivant, humain et non humain, et de respect de leur interconnexion et interdépendance. Pour ces motifs, dans le contentieux environnemental, les peuples autochtones ont invoqué depuis plusieurs décennies les violations de droits humains et non celles du droit environnemental. Un raisonnement qui a été favorablement accueilli par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. J'ai observé le même phénomène au Chili dans le contentieux des peuples autochtones dans le cadre des conflits territoriaux environnementaux. Et j'ai observé que non seulement ils ont progressivement invoqué des violations des droits humains du fait d'atteintes portées... ils ont commencé à invoquer la violation des droits humains du fait d'atteintes portées à l'environnement, mais progressivement, ils ont invoqué aussi les violations de leur propre juridicité en raison d'atteintes portées à l'environnement. Selon eux, leur juridicité exprime en fait des équivalents homéomorphes fonctionnels des droits de l'homme. Pour être plus clair, tout en invoquant des violations de droits fondamentaux à portée universelle, protégés par la Constitution, le peuple mapuche invoquait l'ASMAPU, loi du cosmos, ses principes fondamentaux et les agents responsables de son respect de sa sanction. Pour les Mapuches, la seule invocation des violations de l'ANMAPU devait normalement suffire à protéger leurs droits et assurer une réparation, dès lors que l'ANMAPU exprime les droits fondamentaux de l'ensemble du vivant. Il remplit dans une certaine mesure une fonction homéomorphe équivalente à certains droits humains. Mais l'ANMAPU, leurs droits cosmiques n'étant pas protégés, ils ont dû toujours recourir aux droits fondamentaux, tels qu'ils étaient interprétés par le Chili selon une conception originaliste et monoculturelle, ne permettaient pas de les défendre, donc ils ont dû associer leur juridicité autochtone. Et donc je souhaiterais souligner que dans le contentieux climatique,
en fait, les peuples autochtones ont été pionniers pour invoquer une violation de leurs droits fondamentaux face au changement climatique. Il y a deux recours en justice que je ne pourrais pas développer, mais qui ont été présentés en premier lieu par la communauté inuit en 2005 et en deuxième lieu en 2013 par le Conseil arctique Athabascan, qui reprochait en fait aux États-Unis et au Canada d'avoir violé leurs droits humains à la suite du réchauffement climatique provoqué par des émissions de carbone de suie émises au Canada. Donc c'était la première fois qu'en contentieux international, on invoquait les violations des droits de l'homme comme créées par le réchauffement climatique. Deuxième, il y a une décision du Comité des droits de l'homme très importante aussi qui est développée, sinon je ne vais pas parvenir à la résumer, qui déclare que l'Australie a violé les articles 17 et 27 du Pacte des droits civils et politiques des Nations Unies parce que l'Australie n'a pas pris de mesures destinées à atténuer les effets du changement climatique. C'est donc la première décision d'un organe international de contrôle des droits de l'homme qui reconnaît la violation de droits humains induits par le changement climatique, et c'est encore une pétition d'initiative autochtone. Deuxième apport fondamental, c'est l'exercice par les peuples autochtones du Brésil d'une action devant la CPI pour faire condamner le président Bolsonaro en tant qu'auteur de crimes contre l'humanité, génocide et crimes d'écocide. Et là, c'est la première, il y a eu beaucoup de demandes présentées contre Bolsonaro, mais cette décision, donc, qui a été présentée par l'APIB, cette pétition présentée par l'APIB, l'articulation des peuples autochtones du Brésil, a été présentée par des avocats autochtones et il y a eu tout un travail de réflexion, comme l'exprimait Laura Caillé, de débat entre eux pour réfléchir comment faire correspondre les violences dont ils étaient victimes avec les crimes tels qu'ils sont conçus, tels qui ressortent de la compétence de la CPI. C'est une affaire en cours, donc je souhaitais souligner l'apport des peuples autochtones à la reconnaissance du crime d'écocide par la CPI. Je pense pour eux, c'est une stratégie pour faire avancer les choses. Dernier rapport, la justice transitionnelle. Il faut savoir qu'on a parlé du conflit au Guatemala. Il y a des mécanismes de justice transitionnelle mis en place qui ont été, on a parlé aussi de beaucoup d'impunité, donc les peuples autochtones n'ont pas eu satisfaction des mécanismes de justice transitionnelle mis en place au Guatemala. Ils ont recouru de façon majoritaire à la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour obtenir des satisfactions et des mesures de justice transitionnelle, et notamment, ils sont à l'origine d'un contentieux très important pour déterminer les réparations à mettre en œuvre pour les victimes dans le cadre de violation de leurs droits fondamentaux. Ma minute qui reste. Il y a plus de minutes. Plus deux. Je me tourne vers les organisateurs. Je ne maîtrise plus rien. Un point fondamental, donc c'est reconnaître par exemple la reconnaissance du dispositif de réparation collective pour les victimes donc de violation des droits de l'homme dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle. Il y a la traduction des décisions de justice. Il faut savoir donc c'est grâce au recours des communautés du Guatemala sur 29 décisions rendues par la CIDH pour des violations de droits de l'homme au Guatemala. Plus de la moitié correspondait à des faits commis durant le conflit armé. Autre question, la justice spéciale pour la paix en Colombie, qui est une justice en fait qui applique une méthodologie basée sur les juridicités autochtones, qui est composée de magistrats autochtones. Avec cette méthodologie, elle a reconnu en fait que les territoires pouvaient aussi être victimes du conflit et des victimes à réparer. Donc, c'est l'apport des peuples autochtones à la justice transitionnelle environnementale. Et dernier point, la Commission Vérité du Canada a reconnu que les juridicités autochtones étaient importantes à mettre en œuvre dans le cadre des mécanismes de réparation, de guérison et de réconciliation. Et donc, ma conclusion, je crois que vous me voyez un peu venir, en fait, il y a deux postulats. D'une part, on sent tous la nécessité d'adapter et repenser le droit et la justice face aux crises globales. On reconnaît les apports déjà manifestes des peuples autochtones au droit et à la justice pour l'intérêt de tous. Aujourd'hui, il faut faciliter les apports des peuples autochtones au droit et à la justice dès lors qu'ils sont vecteurs de justice. Les apports des peuples autochtones sont vecteurs de justice pour les peuples autochtones et les non autochtones. Il faut promouvoir une offre juridique favorable aux peuples autochtones,
donner plus de place aux juridicités autochtones, de valoriser, c'est aussi d'un mécanisme de guérison, faciliter les réflexions en cours sur la revitalisation des juridicités autochtones, les enseigner leurs principes fondamentaux, et aussi assurer la participation des peuples autochtones à la prise de décision sur les scènes nationales, régionales et internationales. Il s'agit ici, en fait, dans leur droit, dans le respect de leur droit à l'autodétermination. Merci beaucoup. Des questions, des interventions? Non, tout le monde est écrasé par la chaleur. Jean-Pierre. Oui, je veux juste revenir sur les trois interventions, notamment sur celle de Catherine et celle de Leslie, pour trouver très significatif et très intéressant le fait que désormais la question autochtone pénètre le fonctionnement des juridictions suprêmes, du contrôle de constitutionnalité, du contrôle lié à la Cour pénale internationale, du contrôle sur les commissions vérité. C'est vraiment, je dirais presque une consécration de ces problématiques-là, une consécration de cette entrée en force et en vigueur des juridicités autochtones dans le droit, y compris le plus élevé dans les États occidentaux. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Vraiment, vous méritez de féliciter toutes les trois pour ces apports, parce que je les trouve vraiment très, très intéressants. Je parlais ce matin juste de droit déstabilisant. Intellectuellement, là, on est dans la déstabilisation, c'est-à-dire on s'aperçoit, si je voulais faire un mauvais jeu de mots, que les normativistes n'ont même plus de lieu de protection. Toutes nos forteresses les plus intimes ont été violées par les droits autochtones. C'est vraiment très bien. Je me dis à vous écouter que, et peut-être je pense plutôt à la troisième intervention, ça fera une superbe thèse quand elle sera.